Nadine is the communications officer of RESI, and together, the two of us, we are the RESI back office team. So I would very, very much like to welcome you all to this webinar today. But before we dive into this very interesting program and topic of today, I have to share a very sad news with you if it has not reached you yet. Last Friday, Mr. Yao Ido, the director of the UNESCO International Bureau of Education in Geneva, died following a short illness. Yao was a very courageous and inspiring advocate for the right to education. He talked a lot about transformative education as well. We, as RESI, we were privileged to work with Yao for many years, to receive his ongoing support to our work, his encouragement, and his inspiring contributions to our events. I would like to invite you all to join me now for a minute of silence and remembrance for Mr. Yao Ido, our thoughts for his wife and children, family, and friends. Thank you very much for your compassion and for your solidarity. Votre compassion et votre solidarité et pour the vision that Yao too has been giving all his much too short life for. We are very happy to organize today's event in the frame of the Global Action Week for Education in cooperation with Graines de Paix and the Global Campaign for Education, who have kindly helped to prepare for today's mutual learning session. I'm saying mutual learning because mutual learning is at the core of our 2 hours together today. So while you're going to hear inputs and discussions from several speakers and panelists, we would also heartily invite you to think together with us. We are many people here. We are really delighted, and it's not easy to organize a very interactive session. So we count on your commitment, motivation to participate with your head and heart. You don't have to be a specialist in transformative education in order to contribute today. Some of the best contributions are from people who might have never thought about this, because they might come up with the most relevant and interesting questions to discuss. So please help make this webinar relevant for you and for all of us by writing your thoughts or questions in the chat whenever you like, but also by keeping your camera on, if you can, to help us all see and feel you are part of the group. And then by participating in the group work, which will follow later on. So what can we expect today? I want to share quickly
Sorry. So here a short overview. You also can see that when you go directly in the slides. That's the good thing about the shared slides. You can walk through if you're curious to go back to something or see what's coming next. You're free to walk. So we are going, after this presentation and introduction, we are going to have two presentations on the Global Action Week 2024 and transformative education. I will introduce the special guests later on. After that, Graines de Paix will guide us through a very diverse program of talking and thinking about attitudes in transformative education. So there will be some warm-up questions, a presentation by Eddie Wanda, the education specialist from Graines de Paix, and a panel discussion with partners from 3 countries. So very interesting. And then we will invite you to think, discuss in small groups. And finally, we're going to come together and we want to harvest what is coming out of your discussions. And we are actually trying to do something which is a bit of an experiment, I have to say, because we're talking about, we are doing in-depth reflections about transformative education in all these various works. But all of this is happening in the frame of the Global Action Week for Education. And this week, actually our speakers later on will talk about this more, is also about shouting out, about talking publicly about what we want to achieve. And the experiment we want to do is towards the end of the session to see, can we come up with 1, 2, or more recommendations that we want to send out to the world to say, I don't know, policymakers, you should do this and that. Teachers, the school directors, civil society organizations, you should do this and that. Or even I myself in my work, I want to do that in the future. So this is, we will explain this again later on, but just to set you, we have quite some ambition and it's an experiment also. Let's take it in a playful way. We don't want to put ourselves under pressure with this, obviously. Okay, so this is on the program. And now I'm very happy to warmly welcome our 2 colleagues from the Global Campaign for Education. Cecilia Soriano is joining us from Philippines. Where is she? Cecilia, can we, I don't know, can you say something and maybe you will pop up in the big, in. Hello, warm greetings from the Philippines. Exactly, joining us from the Philippines. She is the campaign manager of the Global Campaign for Education, which is a global coalition of national coalitions, international NGOs, and students and teachers unions, and of which RESI is a member. And Cecilia has been coordinating and facilitating the preparation of this year's Global Campaign for Education, the GCAWE. And then also, second friend from GCE is Antonia Wolf, is joining us from Brussels, I believe, right? Yes, I am. Hi, everyone. And Antonia is the Director of Policy Research and Advocacy at Education International, as well as a member of the board of the Global Campaign for Education. So thank you so much, Cecilia and Antonia, for joining our event, for supporting us, and for providing us with the basis of this year's Global Action Week, as well as with some information, very interesting actually information, on the transformative education in the international arena. So I will pass the word to Cecilia. And Zoom is doing something. Okay. Pass the word to Cecilia. Cecilia, do you want me to play the video first? Yes, please. Yeah, please. Okay, we'll start right with that and then education transforms, beat the drums,
transform education. Education for peace, beat the drums. Join in a transformative education. Education transforms, beat the drums. Transform education. Education for life, beat the drums. Go! Transformative education. Education transforms, beat the drums. Education to transform the future. Education for all we demand now. Transformative education. Education transforms, beat the drums. Transform education. Education for peace, beat the drums. Join in a transformative education. Education transforms, beat the drums. Transform education. Education for life, beat the drums. Go! Transformative education. Education transforms, beat the drums. Education to transform the future. Education for all we demand now. Transformative education. Education transforms, beat the drums. Transform education. Education for peace, beat the drums. Join in a transformative education. Education transforms, beat the drums. Transform education. Education for life, beat the drums. Go! Transformative education. Thank you very much for playing the video and also for inviting me to talk about the Global Action Week for Education 2024. If you look at the video, there are two messages in the campaign jingle that have been repeated as a refrain. Education transforms, transform education. Education transform refers to transformative education, which is the theme of GAWE 2024. We all believe in the power of education to transform lives and build empowered societies. Transformative education is at the core of GCE's advocacy. GCE believes that transformative education drives social justice, peace, and sustainable development, which is our overall call for the campaign this year. The other message in the campaign jingle is transform education. So you would hear transform education several times. And this is where we advocate for systems change in education. Transformative education cannot just happen. Transforming the education system is required. GAWE 2024 will be a moment for education advocates and movements to follow up on the Transforming Education Summit commitments and SDG 4. We will also advocate for education as a priority for the future in the forthcoming Summit of the Future, believing that education is the foundation to deliver a better present and safeguard the future. For GAWE 2024, we will emphasize two areas of systems transformation. One is the implementation of the recommendations of the high-level panel on the teaching profession, and the other one is on education financing. We will continue to support our advocacy to change the global tax rules in favor of developing countries. And there is an opportunity now at the UN where the UN Tax Convention is being deliberated. Finally, let me talk about Beat the Drums, which you also heard over and over again in the campaign jingle. In many contexts, Beat the Drums means to gather people, to announce something important, and to also call for urgent actions. Our role as advocates is always to beat the drums, and collectively, we work towards the right to education in our country and across the world.
Gawe is a moment for us to come together, but we all know that we always beat the drums to hold governments accountable for the right to education beyond Gawe 2024. So thank you very much, Go Leagues, for this opportunity to share the Gawe 2024 theme. Merci beaucoup. Thank you so much, Cecilia, for this very concise presentation. It's not easy. So many things happening around the world, so many also specific topics being put forward. Thank you so much for giving us this insight and for creating also this feeling that, well, hey, we're part of a global movement here and many things happening at the same time in many other countries as well. Thank you. So, Antonio, I know you have something exciting to share as well regarding transformative education developments on UN level. Please. I do. Thanks so much, Beatrice. And hi, everyone. Happy Global Action Week. It's a pleasure to be with you. So teachers are at the very, very heart of any transformation of education. And that's also something that the UN Secretary General recognized when he organized the Transforming Education Summit back in 2022. And at the closing of that summit, he also recognized that the world today is faced with a dramatic shortage of teachers. There's not enough trained and qualified teachers. And in fact, there's a large number of teachers leaving the profession. And that's really across the globe. And at the same time, we're having a situation where very many teachers feel that they actually don't have the training, the support that they would need, particularly in the context of a more transformative education. So what does it mean to have a quality climate change education, for instance? And how can teachers be better supported to be part of that? So the UN Secretary General decided to convene a UN high-level panel on the teaching profession. Its task was to work out how to ensure that every student in the world has a trained and qualified teacher. The panel consisted of 18 members in total, and that was ministers of education, ministers of labor, but also representatives of teacher unions, student unions, academia. And they spent months wondering, discussing, debating, what could we do? At the end of February, they launched their recommendations. And they are really, really great. There's 59 of them, crazy enough. And what's one of the many things that is so great is that these recommendations, they really recognize that it's not just a matter of training, but if we want teachers who are supported, we really need to look at a much, much more holistic set of issues. We need to look at well-being, we need to look at salaries, we need to look at teachers working in different emergency contexts. So these 59 recommendations could be kind of thought of as spanning across 6 categories. The first one is one of salaries, working conditions, and job security. Here you have recommendations around ensuring that teachers have salaries at the same level as professions with comparable qualifications. You also have recommendations around ensuring that salaries are actually paid every month and that teachers have permanent contracts, decent working conditions. A second one is about professional practice. How can we support teachers as pedagogues? How do we ensure that there is quality teacher training, that there is continuous professional development for all those who have been in the profession for a while already? And how do we build in mentoring, professional collaboration, all of these measures that can really help you develop and improve your pedagogical practice? The third one is about gender equity and diversity.
So in part, it's looking at equity and equality within the profession, pay equity, for instance, violence at work, but it's also looking at diversity. How can we make sure that we have a teacher workforce that actually mirrors the society that it works in? How can we make sure that we have more teachers that are of indigenous background, for instance, speaking the languages of the community? The fourth one is about social dialogue and collective bargaining. How do we make sure that teachers are at the table, have a say when we work to improve our education systems? This goes back to the question about quality climate change education. How can we ensure that teachers are involved in working out what a quality climate change education is and what teachers need to be able to be part of that? The fifth one is about technology, AI, and the future of work. Big developments and an urgent need to make sure that any introduction of tech is actually ethical, safe, secure, that data is protected, privacy is protected, and that any tech tools actually fit within the broader pedagogical project and isn't just a profiteering in our education systems. And then lastly, financing. We know that most education systems today are hugely underfunded. So there's a big recommendation around stepping up on the funding, ensuring that 6%, that 20% finally goes to education. And there's some specific recommendations looking at how we can support teachers working in emergency contexts, ensuring that they are paid regularly, working in such contexts, and a fantastic recommendation around ending public sector wage bill constraint, which is something that hits teachers specifically alongside other public service workers, and obviously only contributes to the shortage of teachers. You'll find the link to these fantastic recommendations in the slides that Nadine and Beatrice were sharing earlier. And what I really would love is all the different GCE members having a look at these recommendations, looking at what makes sense in your particular context. What are the most urgent needs for you? What does the teacher shortage look like in your context? Because we know that it's very different depending on context. So sometimes it's a rural-urban divide. Sometimes it's a specific subject where there's a shortage of teachers, special educational needs, for instance. Sometimes it's a sector. So primary is fine, but at secondary, there's a shortage, or early childhood education. So what we are hoping is that these recommendations will be the starting point for a new kind of a conversation at the national level, within national GCE coalitions, but also regionally and globally, so that we can finally have some action in terms of investment in the teaching profession as part of a broader investment, really, in public education systems and the transformation of education. Because as I said at the very beginning, there is no sustainable transformation of our systems unless we work with teachers and with teacher unions. So thank you in advance for all the good work that you're going to do, and be in touch with us. I think we are excited about also working with colleagues and allies to really make these recommendations come alive. Thanks so much. Thank you so much, Antonia, for this overview and for sharing this important information about these developments. And Antonia mentioned it, but I want to repeat, and I think it's important. You can find the links to the recommendations and the press release regarding the recommendations in the slide number 7. We are also going to share these slides later on after the event, something to dig in.
And I think this is also especially interesting for the RESI thematic working group on teacher training for quality education, who has been doing a lot of work on developing recommendations for teacher training specifically. So I'm curious to see where are the overlaps, where we can we complement all of this work. Thank you so much, Antonia. Thank you so much, Cecilia, for joining us. I hope you will stay for the rest of the webinar, and so people can also have a chance to exchange with you further as we go on. I want to remind participants you can at any time leave your comments or also questions in the chat. We are monitoring this and taking it up as we go on. But now you're all going to use the chat. J'aimerais maintenant vous présenter Edivanda. So I'm going to switch to French. Sorry, for those who need translation, make sure you have the translations. You can find that on slide 4, I think, of the presentation, how to set your languages. J'aimerais maintenant vous présenter Edivanda Mugrabi, qui va nous guider dans la partie principale de ce webinaire. Edivanda travaille comme spécialiste de l'éducation pour l'organisation Graines de Paix. Et Graines de Paix a une approche qui peut être qualifiée d'exemple très intéressant d'éducation transformatrice au niveau pédagogique. Merci beaucoup de partager cela avec nous, Edivanda, et toute votre équipe et vos partenaires. Voilà, j'aimerais passer la parole à Nadine Bernasconi. Elle est responsable de communication chez RESI, et Edivanda, qui vont vous expliquer la suite interactive. C'est avec beaucoup de bonheur que notre équipe de Graines de Paix participe dans l'organisation et dans la mise en œuvre de cette vidéoconférence. Pour cette introduction, nous allons vous présenter quelque peu un cadre théorique qui nous permettra d'avoir un langage commun sur ce qu'on comprend par posture, parce que nous vous invitons à rentrer dans le domaine de l'enseignement-apprentissage et nous allons invoquer donc les concepts de posture. Pour parler de posture, j'ai invité aussi ma collègue qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette introduction, qui est Estelle, qui est ici à mes côtés. Donc Estelle est avec moi. Nous allons parler ensemble de ce que c'est la posture dans la vision de cette éducation transformatrice. Alors, tout d'abord, c'est bien de rappeler quelques défis de l'éducation actuelle. Je pense que ça a été évoqué aussi par les collègues de la campagne. Donc, les défis, c'est qu'il y a un fort besoin de donner du sens aux apprentissages, un fort besoin que les enseignants et que les élèves s'épanouissent à l'école. Et on ressent de plus en plus une difficulté à ce niveau-là. Donc, les enseignants sont surchargés et beaucoup d'enseignants démissionnent et beaucoup d'élèves ne sentent plus du plaisir à l'école. Donc, les écoles ne sont pas tout à fait heureuses et ils ne sont pas épanouis. Donc, il est important de comprendre pourquoi et comment. Et en fait, le concept des postures, peut-être il nous aidera aussi à voir l'éducation transformatrice d'un angle nouveau. Alors, donc, quand on parle de posture, pour nous, c'est vraiment une série de gestes professionnels que l'enseignant déploie par les mots, par les gestes, par les silences, par les regards. Et ces gestes-là, cette posture-là, elle va guider les élèves dans leurs apprentissages. Certaines postures, elles peuvent favoriser l'engagement de l'élève, l'intérêt, et d'autres, elles peuvent par contre démotiver l'élève. Donc, on va essayer de voir tout ça avec un cadre théorique qui est le modèle multi-agenda. Le modèle multi-agenda, ça a été développé par une équipe de chercheurs français qui a travaillé pendant une vingtaine d'années en regardant les pratiques de classe, en analysant ces pratiques de classe. Donc, ils ont essayé de modéliser un certain nombre de soucis qui accompagnent l'enseignant dans son activité. Donc, nous allons présenter brièvement ces modèles. C'est un modèle qui est valable
pour l'enseignement au niveau primaire, préscolaire, primaire et même à l'université. Ce modèle, il est véritablement un modèle qui aide à penser, à analyser le travail qui se fait en classe. Donc, dans ce modèle, les chercheurs, ils ont pointé 5 ensembles de soucis. Et le premier souci, c'est le pilotage. En fait, l'enseignant, il doit piloter son enseignement, son cours, et puis pour cela, il doit préparer ses leçons, il doit gérer le temps, il doit gérer l'espace, donc il doit faire avancer les élèves avec lui, donc il doit cadrer un peu la situation et la leçon en classe. Une deuxième préoccupation très importante, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il faut créer un climat de classe favorable à ce que les élèves puissent être dedans, participer, parler aussi, et en fonction de la posture de l'enseignant, ils peuvent être parler plus ou moins, et donc mais l'atmosphère, elle doit être créée pour assurer un apprentissage favorable à l'enfant. Une troisième, c'est vraiment la question du tissage, c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant puisse établir un lien entre la vie et l'école, entre la leçon qui est passée, la leçon qui va venir et la leçon qui est en cours. Donc, ce tissage-là, il est très important. L'enseignant doit pouvoir aussi les gérer. La recherche montre actuellement que cette question de tissage, elle est toujours très faible dans un enseignement qui est plutôt académique. Et donc, ça, c'est quelque chose que peut-être que ça vaut la peine de jeter un œil plus profondément. Et puis, un quatrième ensemble de soucis correspond à l'étayage. L'étayage, c'est tout ce que l'enseignant fait en termes d'accompagnement et d'aide pour faire comprendre, pour faire dire, pour faire parler et pour faire faire. Donc, voilà, ce sont ces soucis-là, cet ensemble de soucis qui façonnent d'une certaine manière la posture de l'enseignant ou les postures de l'enseignant. Donc, ces modèles-là et ces chercheurs ont permis d'identifier un certain nombre de postures que Estelle va voir ce qu'elle est plaisir de vous présenter. Bonjour à tous. Je suis ravie que les volontaires aient pris la parole. C'était imprévu un peu, mais voilà. Donc moi je vais vous montrer on va passer en revue les différentes postures qu'on a identifiées, qui ont été identifiées. Alors, la première posture. Estelle, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais parler plus dans l'ordinateur de Divanda Plus? Ça va mieux comme ça? Vous m'entendez mieux? Oui, super, voilà. Merci. Donc la première posture, c'est la posture la plus rigide, c'est la posture de contrôle. L'enseignant va tout piloter. Il va être vraiment dans un esprit, dans une atmosphère qui est très hiérarchisée. Il crée difficilement des liens avec les élèves. En fait, les élèves sont voilà, ils écoutent, ils doivent faire ce qu'on leur impose. Il est presque craint par ses élèves. Il y a une atmosphère qui est tendue et il va pas du tout faire attention à toutes les émotions que peuvent avoir les enfants. Ensuite, on a une deuxième posture qui est la posture de l'enseignement. On est toujours quand même dans un rôle où l'enseignant est le principal acteur. Les enfants vont être attentifs, concentrés. L'enseignant amène un peu plus de chaleur à la classe, mais on va être sur un enseignement très académique et on va jamais travailler sur les émotions, sur les valeurs socio-émotionnelles, sur l'humain. Tout se sera concentré vraiment sur le savoir. Ensuite, on a une troisième posture, en fait, qui regroupe la posture de contrôle et la posture de l'enseignement. C'est la posture du surétayage. Et là, en fait, on remarque, en fait, peut-être dans l'illustration que vous voyez, il y a un gros nuage noir. Et en fait, c'est que l'enseignant, il est tellement stressé par le temps, par le cours qu'il doit donner, qu'il va même pas donner des fois à ses élèves le temps de réfléchir et il va donner lui la réponse et pas donner ce temps de réflexion qu'en fait aujourd'hui on recherche dans l'éducation. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la posture de surétayage où l'enseignant ne donne pas la parole aux enfants et va même presque, je dirais, lui couper la parole en lui donnant la réponse sans que l'enfant prenne le temps de réfléchir. Ensuite, on part sur une posture qui est beaucoup plus agréable, qui est la posture de l'accompagnement.
Donc là, les rôles peu à peu se modifient. L'enseignant, il participe avec les élèves, il fait participer les élèves. On arrive dans une collaboration. Les élèves osent poser des questions. L'enseignant va se rapprocher soit d'un groupe d'élèves, soit aussi individuellement. Il va commencer à travailler sur les valeurs émotionnelles de chacun, à mieux connaître, à créer vraiment un tissage qui est beaucoup plus important. Après la posture de l'accompagnement, on a la posture du lâcher-prise. Donc là, on est dans une atmosphère encore beaucoup plus détendue. L'enseignant a vraiment lâche-prise. Les enfants vont commencer à s'autogérer. Alors bien sûr, l'enseignant sera toujours là et il va guider ces groupes de travail. Il va tisser des liens, mais les enfants pourront travailler en totale indépendance et avoir vraiment un vrai contact avec l'enseignant. Et la dernière posture, alors là, on est dans un coup de baguette magique, c'est la posture du magicien, en fait, qui va captiver l'enfant, en fait, qui va lui faire un enseignement et qui va découvrir par des jeux, par des récits. Il va vraiment engager l'enfant et l'enfant va apprendre, en fait, presque sans se rendre compte qu'il apprend. Ça se fait tout par des jeux, par les différents sens de l'enfant. On peut utiliser les 5 sens de l'enfant. Donc, il y a vraiment une atmosphère qui est agréable. Et ensuite, on va arriver en fait sur la posture de sous-étayage qui regroupe en fait, c'est un regroupement de toutes les postures qu'on a pu voir. Mais là, en fait, vraiment, quand on arrive dans une posture de sous-étayage, je dirais que en fait, c'est les enfants qui sont au centre de la classe et l'enseignant, il regarde, il observe, il donne son aide quand c'est nécessaire. Mais on a vraiment une confiance totale entre les enseignants, les élèves et les enseignants. Et les élèves travaillent vraiment en autonomie et comme vous pouvez le voir sur l'image, sont vraiment heureux. Et l'enseignant aussi. Voilà, et je redonne sur ça la parole à Edivanda. Alors, donc, la posture de l'enseignant, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'enseignant qui a une posture, ou des postures, et qui déploie des postures, mais aussi les élèves. Et on voit dans ces modèles aussi que les élèves peuvent déployer un certain nombre de postures selon celles aussi induites d'une certaine manière par les types d'enseignement. Et donc, on va voir, par exemple, une posture dans la posture de contrôle, on va voir une posture chez l'élève de faire. C'est une posture première, c'est-à-dire l'enfant se laisse guider, il va faire, même s'il ne comprend pas, il va faire. Donc, ça, c'est une type de posture qui est très, très proche du contrôle. Et puis, une deuxième posture qui est la posture scolaire, c'est-à-dire celle qui correspond à la norme, et celle qui essaie de se cadrer à une norme, donc qui est aussi en lien avec la posture de l'enseignement. Et puis, on va voir encore une posture qui est en lien avec l'accompagnement, qui est une posture qui est beaucoup plus réflexive, beaucoup plus créative, où l'enfant, il se sent dans le droit de penser, il se sent à l'aise pour chercher par lui-même. Dans la posture il y a ici une posture, dans la posture de sous-étayage, nous allons trouver des postures variables. L'enfant peut combiner ces différentes postures. On peut avoir des enfants qui réagissent en fonction de sa représentation, de son vécu et de ses représentations du rôle de l'enseignant. Et finalement, nous allons aussi avoir une posture dans la posture du magicien. Nous allons retrouver aussi une posture qui est chez l'enfant plus ludique, plus plaisante et plus épanouie, si on peut dire comme ça. Voilà, donc c'est dans toutes ces postures-là, on va aussi, certes qu'on va retrouver aussi des enfants qui vont être dans la posture de refus, qui ne rentrent pas dans les jeux et qui sont vraiment à l'écart et qui vont être après classés par des enseignants, par des enfants turbulents, des enfants désintéressés, etc. Donc voilà, c'est important de voir ces éléments-là parce que en fait, les postures, elles mobilisent un certain nombre de représentations chez l'enseignant et chez l'élève. Et c'est en fonction de ces représentations-là, par exemple, si l'enseignant, il croit que le rôle de l'enseignant, sa représentation, c'est le rôle de l'enseignant, c'est celui qui doit faire tous les programmes
et pas que les élèves construisent les apprentissages avec les programmes. Donc, il va foncer dans une posture qui est celle plus de contrôle, plus d'enseignement, qui est moins sous l'atmosphère, moins sous l'accompagnement. Et c'est pareil chez l'enfant aussi. Si l'enfant pense que l'enseignant il doit jouer ce rôle ou ne doit pas jouer ce rôle, donc il va avoir aussi des réactions qui sont en lien aussi avec ces représentations. Donc, de telle sorte que travailler dans le domaine de la formation des enseignants pour transformer les postures ou pour analyser déjà, pour prendre conscience des postures qui dominent, on est obligé aussi de passer par les représentations qu'on s'est fait du rôle de l'enseignant et du rôle de l'élève. Alors voilà, ça il faut dire aussi que ces postures-là, elles font système. Certaines postures sont plus favorables à l'épanouissement, à un apprentissage beaucoup plus décent, et d'autres qui sont moins favorables. Donc, dans le cas du travail de Graines de Paix, j'ai envie de dire que nous sommes vraiment nous essayons autant que se peut, nous essayons d'assurer des formations et des contenus, d'inspirer les enseignants le plus qu'on peut, dans un cadre où il y a certes une autorité, parce que l'autorité, elle est importante, elle est nécessaire pour pouvoir grandir, pour pouvoir se respecter, mais cette autorité, elle est basée sur beaucoup plus d'horizontalité, c'est-à-dire qu'on voit chez l'enfant un humain, et avec des droits, et donc ce n'est pas on ne retombe pas sur l'autoritarisme. Donc c'est un cadre d'une autorité positive. Et nous avons aussi le soin aussi d'inspirer chez l'enseignant l'idée qu'il faut croire au potentiel et à la réussite des élèves. Ça pour nous, c'est très important. Parce que si on croit déjà d'avance que l'enfant ne va pas réussir, la prophétie se réalise, l'enfant ne va pas réussir. Donc, on a besoin de créer cette confiance dans l'élève et confiance en soi pour pouvoir ramener les élèves là au plus loin qu'ils peuvent. Et donc, nous valorisons la diversité, l'inclusion, parce que c'est dans cette diversité qu'on va retrouver la force et le pouvoir vraiment d'apprendre les uns avec les autres et changer les rôles aussi au sein de la classe. L'encouragement du discernement est nécessaire parce que c'est par le discernement que les élèves peuvent se construire une place, peuvent comprendre le monde où ils sont, peuvent naviguer dans ce monde avec beaucoup plus d'aisance que s'ils sont vraiment dans une situation où ils doivent juste répéter. L'autonomie, la responsabilisation, elles font partie de ces cadres, de cette éducation qui est plus épanouissante. Et la collaboration, bien sûr, elle est aussi au cœur du travail. Et c'est par les dialogues, par les travaux de groupe, souvent des travaux de groupe et les dialogues entre les élèves que les apprentissages des apprentissages académiques aussi, c'est bien de le dire, et les apprentissages, les compétences de vie et les apprentissages socio-émotionnels, elles prennent tout leur sens. Voilà, donc ça c'est un peu juste pour démarrer, pour inspirer aussi vos réflexions et voilà, et donc c'est important pour nous maintenant de vous proposer, pour vous mettre en action maintenant, c'est de vous proposer un exercice qui serait, et vous, dans votre parcours, d'examiner un peu votre parcours et de vous regarder en tant qu'élève et de voir quel était l'enseignant l'enseignant ou l'enseignante qui a eu un impact positif sur vous. Donc, on vous laisse quelques minutes pour écrire sur le chat. Pensez depuis l'école, depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université, si vous avez fait un grand parcours, pensez à un enseignant, écrivez son nom et essayez de voir pourquoi, quelle était la posture ou quels étaient les éléments qui ont suscité en vous cet attachement et pourquoi ils ont eu cet impact sur vous. Alors, on vous laisse quelques minutes pour passer à cet exercice. Merci. Voilà, vous pouvez tous ouvrir le chat, aller dedans et prendre quelques instants pour pour, répondre à la question.
Mais il n'a pas pris d'argent. Bien, alors donc merci beaucoup de votre engagement. Je parcours un peu le chat, je vois bon, chez certaines personnes aucun enseignant l'a marqué et c'est dommage. Et puis mais il y en a certains d'autres qui ont bien souligné leurs enseignants et qui ont bien marqué pour certains cas, dans beaucoup de cas même, ce sont des enseignants euh, qui ont été inspirantes, qui ont été bienveillantes, qui ont aussi aidé à pousser à aller plus loin. Donc voilà, ça c'est aussi, je crois que ça, en tout cas, ces panels-là nous montrent à quel point en fait nous sommes aussi un produit de notre passé et notre passé aussi nous forge et parfois en bien, parfois en moins bien. Mais voilà. Donc pour continuer dans la réflexion, je vous invite maintenant à passer à une autre activité de notre conférence qui est d'un panel. Alors, c'est un panel qui va se concentrer sur justement ces éléments-là de la pédagogie de Graines de Paix que j'ai essayé de vous montrer très rapidement. Mais eux, par contre, ils vont parler d'un point de vue très concret, très axé sur le terrain. Donc, nous aurons, mais je vais laisser d'abord, je crois que c'est bien Béatrice qui va nous donner un peu le cadre du travail. Et puis, comme ça, ou sinon, c'est Nadine qui va expliquer comment ça va fonctionner le panel. Ouais, ouais. Merci, Edivanda. Ouais, d'abord, j'aimerais vraiment exprimer mon, how do you say that? Pardon, mon français, c'est pas très fort. J'aime bien les contributions là dans le chat. C'est vraiment quelque chose, je vous promets qu'on va les collectionner et partager après parce que il faut un peu de temps de lire ça que nous n'avons pas à ce moment-là, mais je trouve ça très, très inspirant. Alors, merci beaucoup. Alors, pour le panel, nous utiliserons, tu peux peut-être arrêter le partage de l'écran, Edivanda, pour le moment. Oui, d'accord, merci. Alors, nous utilisons la méthode qui s'appelle le fishbowl, ou en français, j'ai trouvé le bocal à poisson. Pour cette partie du webinaire, cela signifie que les panélistes vont s'asseoir et parler comme ils étaient dans une salle toute seule ou une classe ou un bar ou quelque part dans un restaurant, ils bavardent. C'est une discussion presque privée et le reste d'entre nous suivra tranquillement la discussion. Vous pouvez réfléchir à ce que vous entendez, vous pouvez prendre des notes, nous vous encourageons de prendre des notes sur les observations, les remarques ou les questions supplémentaires. Pour qu'on a ce feeling de fishbowl, de bocal à poisson, on va tous éteindre notre vidéo et seulement les panélistes et Divanda vont avoir leur vidéo, alors qu'on voit vraiment ceux qui m'ont parlé. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions ou faire part de vos commentaires dans le chat. Et je veux aussi dire, j'ai vu qu'il y avait une question avant, pendant la présentation. On va la reprendre, on n'a pas oublié, mais on va reprendre toutes les questions ou quelques de ces questions après la discussion de nos experts. Et Divanda va les présenter. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Donc, nous allons essayer d'aller au cœur des postures avec des exemples, avec des témoignages. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous présenter donc nos panélistes.
Donc, je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous. Donc, nous avons Marie-Claude Saverchel, qui était une ancienne enseignante et directrice d'un collège à Genève. Elle était aussi secrétaire générale du département d'instruction publique de Genève. Elle a créé une association qui s'appelle Changeons l'école. Vous voyez que c'est quelqu'un de très engagé. Et elle est fondatrice d'un blog, Folio Sophie, qui est un blog qui incite les participants à s'exprimer. Et puis, nous avons Grain de Paix compte sur elle dans son conseil d'experts. Et voilà, donc c'est Marie-Claude qui va aussi participer de notre débat. Et puis, nous avons Sabaina Adaleke, qui est éducatrice et formatrice, qui est forte d'une expérience de beaucoup d'années en tant que directrice d'une école de formation des enseignants au Bénin. Elle est très active dans plusieurs associations. Elle apporte son expertise à la Fondation Grain de Paix en tant que formatrice des enseignants et dans l'élaboration aussi des ressources pédagogiques. Voilà, c'est un plaisir aussi de t'avoir ici, Sabaina. Et puis, nous avons Adono Miezan, qui est un éducateur en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Il a été enseignante, inspecteur pédagogique et actuellement, c'est un cadre du ministère. Elle est chargée de pédagogie à la direction des formations continues des enseignants. Et il collabore ici, à ce titre qu'il est là, il collabore avec Grain de Paix aussi en tant que formateur et en tant que concepteur de ressources pédagogiques. Donc voilà, ce sont 3 personnes, 3 pays, 3 personnes qui nous accueillons aujourd'hui pour parler des postures aussi et des impacts de ces postures dans les apprentissages, dans la santé mentale des enfants et dans le bien-être des élèves et des enseignants, parce que ça nous intéresse aussi de focaliser sur les enseignants et les élèves. Alors, donc, pour commencer notre débat, j'aimerais bien demander à chacun de nos collègues de parler pendant 1 minute de l'enseignante ou de l'enseignant qui les a marqués et pourquoi il les a marqués, en fait. On va démarrer notre débat par là. Alors, je passe la parole à Marie-Claude. Bien, bonjour à tous. Eh bien, moi, l'enseignant qui m'a le plus marqué, c'est pas du tout un enseignant que j'ai eu, mais c'est une enseignante que j'ai vue et que j'ai vue en pratique à la fin de ma carrière professionnelle, c'est-à-dire après 40 ans dans l'éducation. Et c'était une femme qui travaille avec des enfants de 4 à 8 ans et jamais, pendant les 3 jours où j'ai observé sa classe, je ne l'ai entendue élever la voix. Elle avait une petite équipe d'élèves qui étaient très engagés, qui portaient la leçon eux-mêmes. Cette femme dirigeait la chorale de l'établissement, 250 élèves de 4 à 11 ans, et jamais elle n'a eu besoin même de réclamer le silence. Et le miracle tenait au fait qu'elle prenait en considération nos neurones miroirs, le fait que nous sommes très mimétiques, que nous avons envie de nous copier les uns les autres, et elle comptait aussi sur ce besoin fondamental qui est chez nous le besoin d'appartenance. Et si j'avais rencontré cette femme au début de ma carrière, je crois que ma carrière d'enseignante aurait été un petit peu différente. Merci Marie-Claude. Sabaina, tu pourras aussi raconter un peu? Parmi mes enseignants, c'est surtout mon maître du CIEM, par sa pratique qui nous mettait en confiance. Je n'avais pas peur. Au départ, j'avais peur des mathématiques, mais avec sa pédagogie, il m'a amené à aimer les mathématiques. Et il nous encourageait aussi à réviser nos règles de français, conjugaison, grammaire, puisque c'est le fondamental à ce moment-là. Parce qu'il y a certains qui utilisaient la violence, mais il nous mettait en confiance. Cela fait que je m'identifiais à lui et j'avais envie de devenir enseignante. Effectivement, sa méthode m'a donné l'envie et je suis devenue enseignante aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne pratique. C'est vrai que dans le temps, il y avait la chicotte qui était au rendez-vous, mais il faisait l'effort d'en faire moins usage. Donc ça, là, ça m'a marqué et je suis enseignante et j'ai évolué.
Je Merci, regrette. merci Sabrina. On passe la parole à Maison. Bonjour à tous et à toutes. Moi, l'enseignant qui m'a marqué ne m'a pas pris directement comme élève, c'était plutôt le directeur de l'école. Il prenait plaisir de temps en temps à venir nous dispenser quelques cours et il le faisait d'une manière particulière, sans user du châtiment corporel à un moment où c'était la règle. Il avait une élocution particulière qui nous captivait. Il avait de la prestance, un habillement et un débit de la parole vraiment qui nous était accessible. Et il avait la particularité de nous enseigner des procédés mnémotechniques qui nous permettaient de retenir facilement les règles d'orthographe à un moment où l'orthographe était à l'honneur dans les apprentissages. En tout cas, il m'a fortement marqué et cette influence était non seulement chez les élèves, mais aussi chez les enseignants qui lui vouaient un respect admiratif. Bien, merci Maison. Ces récits ils montrent à quel point les enseignants sont importants dans nos vies, finalement. Hein. Et ça montre aussi à quel point aussi ils ont du pouvoir aussi sur nous, sur notre vie. Alors, donc, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. Le temps, il est court et nous avons besoin maintenant de discuter un peu plus en profondeur sur la thématique de la relation élève-élève, élève-enseignant et la question de l'empathie. C'est-à-dire que en Suisse et aussi en France, mais j'imagine aussi que dans plusieurs pays, ici déjà, nous avons 17 pays qui sont représentés. J'imagine que la question de la violence à l'école, elle est une thématique présente. Et donc, j'aimerais bien qu'on discute un peu et comment on peut véritablement construire une école où les relations de respect et d'empathie se développent. Donc, pour cela, j'invite Marie-Claude pour démarrer. Et puis, Marie-Claude, après, elle passera la parole à nos autres collègues. Merci, Divanda. C'est sûr que la violence est vraiment un sujet de préoccupation dans les écoles et je pense que les réseaux sociaux sont une arme redoutable pour augmenter le harcèlement et la violence. Cela dit, je ne sais pas si, en fait, euh, euh, les faits de violence et de harcèlement sont très bien monitorés dans les écoles suisses aujourd'hui. Les médias se font l'écho aussi des difficultés les plus grandes. Et je ne sais pas si on a l'impression que la violence augmente parce qu'on y est plus sensible ou si elle augmente dans les faits. Je précise qu'en Suisse, j'ai le sentiment que nous sommes encore privilégiés de ce point de vue-là. Il y a mille choses à faire pour traiter les situations de violence à l'école. Et je pense que du point de vue pédagogique, je vais faire un petit peu de publicité, je pense que les propositions de Graines de paix avec ces manuels sont vraiment, vraiment des pistes extrêmement importantes pour développer une société qui soit une société résiliente sur ce plan-là. Maintenant, je pense que ce que les écoles et les enseignants peuvent faire, pour commencer, c'est leur propre examen de conscience, réellement. J'ai l'impression que l'institution, elle génère une part de violence elle-même sur les élèves. En Suisse, notamment par les structures de disqualification. En Suisse, on sélectionne passablement par l'échec, par les lacunes. Et ça, je pense que c'est une violence sur les élèves. Je pense également qu'un enseignant doit se souvenir qu'il est lui-même un apprenant sa vie durant, qu'un enseignant est véritablement, en tant que personne, son premier outil pédagogique et qui doit sans arrêt être en recherche de la posture adéquate, il doit être conscient de ses propres biais et surtout, éviter les attaques mordantes, les piques cinglantes qui sont des attitudes de passif-agressif pour régler une classe. Je pense que l'effet maître est extrêmement important et que si on veut lutter contre la violence et contribuer à réparer le monde, alors on doit aussi, dans notre attitude d'enseignant, être tout à fait exemplaire et avoir des pratiques qui soient elles-mêmes exemptes de violence.
Ça, je pense que c'est majeur. Et j'aimerais savoir ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire sur ce plan Miezan. Miezan, vous entends? Tu dois allumer ton micro, Miezan. Comment est-ce que vous traitez la question de la violence? Quelle est sa réalité en Côte d'Ivoire? Oui, désolé, merci Marie-Claude. Je disais donc en Côte d'Ivoire, violence était la règle du temps où moi j'allais à l'école. Aujourd'hui, certaines réformes et la prise de certains arrêtés gouvernementaux, cette tendance a pris du recul. Elle a quand même la peau dure dans les écoles. Et cela est dû au fait que les enseignants eux-mêmes ont des représentations qui montrent qu'ils appliquent dans les classes ce qu'eux-mêmes ils ont vécu en tant qu'élèves. Et il est temps vraiment que les enseignants prennent du recul, qu'ils abandonnent les châtiments corporels et essaient de comprendre comment les enfants pensent et comment ils vivent leurs émotions face à la violence. En la matière, avec Graines de paix, nous avons une activité expérientielle qui sensibilise beaucoup les enseignants à cet état de fait. Cette activité consiste pour les enseignants, quand nous sommes en formation, à recenser les sentiments et les émotions face à la violence chez l'adulte et la même chose chez les enfants. Et à la fin, ils arrivent à conclure que bien que les adultes et les enfants aient des différences au plan physiologique et au plan des responsabilités, ils vivent les mêmes émotions et qu'ils demandent à être respectés et avoir des enseignants vraiment empathiques qui puissent les accompagner vers leur épanouissement. Merci Miezan. Et qu'est-ce qui se passe, Sabina, du côté du Bénin? Merci. Du côté du Bénin, je pense que la violence est toujours présente malgré les tests que nous prenons, des circulaires qui ont été prises pour amoindrir un peu cette force qu'on applique sur l'enfant pour l'amener à apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela. Et c'est pour cela que dans les réformes, aujourd'hui, nous avons adopté ce qu'on appelle la pédagogie explicite qui permet de mettre l'enfant au centre de l'apprentissage et placer en lui une confiance pour qu'il puisse partager ses expériences avec ses camarades. Il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Outre que ça, on essaie quand même de sensibiliser les parents. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une belle expérience avec notre partenaire Graines de paix qui accompagne le système éducatif béninois dans 3 départements où nous avons constaté que la violence est beaucoup plus accrue et comment faire pour réduire les effets de la violence. Et nous sommes en train, à travers un projet qui est en cours, qu'on appelle Apprendre en paix, éduquer sans violence, qui permet à l'enseignant de créer un cadre, d'installer un cadre propice pour l'apprentissage au niveau de sa classe, être ferme et pour valoriser l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un dialogue franc entre l'enseignant et ses apprenants et entre les apprenants, puisque chacun exprime de sa manière, à sa manière, ses émotions. Nous avons les mêmes émotions, peut-être à des degrés différentes et différents du moins. Et l'enseignant qui peut-être face à 80 ou bien 50 élèves se demande à quoi s'en tenir. S'il n'est pas outillé, c'est difficile pour lui de prendre en main ces enfants-là. Il sera tenté d'utiliser la violence pour les ramener à l'ordre. Je leur dis souvent pendant les formations, il ne sert à rien d'utiliser la violence. C'est vrai que nous avons été formés de cette manière, mais aujourd'hui, expérimentons la non-violence pour voir les fruits, les avantages. Là, l'humain est quelque part là. L'humain est quelque part. On ne va pas
mettre l'accent sur la connaissance seulement. Il faut coupler les savoirs avec certaines valeurs humaines et la cohabitation. Voilà. Merci, Et Sabina. les émotions, comment faut être empathique avec les enfants. Merci Sabina, merci. C'est toujours riche de vous écouter. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe à une autre thématique qui est celle de l'autorité positive et la gestion des classes. On sait que pour rendre les élèves heureux à l'école et engagés et enthousiastes, il faut aussi des stratégies, il faut aussi des postures. Donc, j'aimerais que Sabina, tu puisses déjà commencer aussi à parler un peu dans quelques minutes, dans toutes petites minutes, sur ton expérience à ce niveau-là. Quels sont les conseils, quelles sont les pratiques que tu essayes de construire avec les enseignants? Très bien. Merci. Et par rapport à la posture, à l'autorité positive, je pense que sans enseignant de qualité, il n'y a pas d'éducation de qualité. Donc, il faut agir sur l'enseignant qui est appelé à former ces petits qui sont le devenir de demain, qui sont en devenir. Donc, il y a intérêt à ce que l'enseignant se remette en cause et revoie sa posture. Alors, dans une classe, par exemple, l'enseignant, pour être en harmonie avec ses élèves, doit pouvoir, en collaboration avec ses apprenants, mettre en place de petites règles qu'on va respecter, comme dans la société où on ne peut pas vivre en anarchie, il faut vivre en harmonie avec ses pairs, et de petites règles qu'on peut respecter, que tout le monde pourrait respecter, et les respecter de façon valorisante. Et là, cela évite que l'enseignant fasse usage au châtiment. Et il doit faire attention au bon comportement. Un enfant qui d'habitude ne réagit pas en classe quand on lui pose une question et qui fait l'effort de répondre à une question, il faut valoriser cet enfant par rapport à son comportement qui a changé. Alors, je pense que comme ça, et il faut utiliser aussi une pédagogie positive qui lui permet d'utiliser des stratégies, des méthodes pour égayer la classe et mettre tout le monde au travail. Les enfants peuvent travailler en collaboration pour échanger leur expérience. Là, la dynamique du groupe permet de voir les interactions entre les enfants. Ils sont gains de travailler ensemble. Mais si c'est le directivisme, ça ne porte pas assez de fruits. Je pense que nous avons intérêt à utiliser un langage franc, ouvert avec les enfants, communiquer, leur permettre de poser des questions surtout. C'est très important. Et leur faire le feedback de ce qu'on a constaté quand on leur a donné un travail à faire. Nous avons le travail en groupe qui se fait dans nos écoles aujourd'hui, où le maître est appelé à passer de groupe en groupe, se donner un peu de chaleur aux enfants dans les différents groupes, alors reformuler la question et la consigne si l'enfant n'a pas compris. Là, ça les met à l'aise, il y a une confiance et l'enfant s'estime vraiment heureux et il a l'estime de soi. Son effort a été valorisé. Il cherche à aller plus loin. Je pense qu'il faut faire la pédagogie de la réussite pour que les enfants puissent vraiment se donner à fond à leur apprentissage. Là, je pense que cette autorité sera positive si c'est mutuellement partagé. Je respecte mes apprenants, ils me respectent en retour et je leur donne l'amour qu'il faut, l'empathie qu'il faut. Je peux même chercher à leur rendre visite si c'est possible pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté et qu'il y ait un lien entre la famille et l'école. Et voilà. OK. Sabina, on pourrait passer la parole un tout petit peu à Marie-Claude aussi pour qu'elle puisse s'exprimer à ce sujet. Merci. Merci Sabina. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Pour moi, développer une discipline positive, c'est à la fois extrêmement compliqué parce que l'être humain est complexe, et puis c'est en même temps extrêmement simple si on considère que tous les êtres humains ont au fond, et on l'entend là aujourd'hui, les mêmes besoins fondamentaux. Outre le besoin d'être nourri, on a un besoin de sécurité, on a un besoin d'appartenance, on a le besoin d'amour, on a un besoin de reconnaissance.
Et en ce sens-là, pour assurer la sécurité dont tout le reste découle ensuite, je pense que c'est extrêmement important d'avoir un cadre disciplinaire très clair. Une amie enseignante me disait, tu vois, Marie-Claude, moi, je me représente le cadre disciplinaire exactement comme les lignes de sécurité lumineuses au sol dans les avions et les consignes de sécurité qui sont données avant le départ. Tout le monde les connaît, on est tous d'accord avec, tous prêts à respecter ces règles. Et l'idéal, c'est quand on n'en a pas du tout besoin. Donc, je pense que les élèves doivent être aussi co-créateurs de ce cadre disciplinaire pour que la discipline ne leur tombe pas comme ça sans qu'ils aient compris pourquoi. Je pense que ça, c'est le cadre nécessaire. C'est vrai qu'il n'est pas toujours suffisant. Il peut y avoir des élèves qui perturbent, qui ne sont pas attentifs ou qui cherchent la confrontation. C'est toujours intéressant ensuite de comprendre ce qui se passe parce qu'ils nous disent des choses extrêmement importantes. Mais ce que j'ai observé dans ma carrière, et je l'ai fait moi aussi, et je l'ai observé chez beaucoup d'enseignants, c'est que quand l'enseignant est perturbé dans son enseignement, sa première réaction est de traiter frontalement le dysfonctionnement. Et tais-toi, Kevin, va t'asseoir ailleurs, Émilie, c'est la 15e fois que je te le répète, t'as pas fait tes devoirs, ça va pas comme ça. Et qu'est-ce que fait l'enseignant quand il fait ça? En réalité, l'enseignant est en train de stigmatiser les attitudes et les comportements qu'il aimerait voir disparaître. Il porte son attention, ça veut dire qu'il donne aux autres élèves le message que pour obtenir de la reconnaissance et de l'attention, il faut dysfonctionner. Et j'ai vu des enseignants magnifiques en discipline positive qui font exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils verbalisent et mettent leur attention, leur attention, mettent l'accent sur le comportement qu'on souhaite voir reproduit. Et réellement, c'est totalement miraculeux. Mais ça demande une attitude qui est inverse de celle que dans la crainte de voir le cours partir dans les décors, ça nous oblige à adopter une autre attitude. Merci Marie-Claude. Je pense qu'on va devoir passer à l'autre thématique que nous avions préparée, qui est celle de la gestion émotionnelle et les apprentissages. En fait, la recherche, elle montre qu'il y a... Oui. Miezan, je voulais ajouter quelque chose, oui, Oui. sur l'autorité positive. Oui. Pour moi, elle est une dimension entière de pédagogie positive et pas connectée. Mais Miezan, on t'entend très mal, c'est de entrecoupé. les yeux. Miezan, je pense qu'on Alors, je disais pas donc bien. que le fait de regarder les élèves dans les yeux, je vais couper momentanément ma vidéo, peut-être que ça ira. Oui, oui. Voilà, donc le fait de les regarder droit dans les yeux quand on les accueille ou quand ils répondent à une question, de circuler dans les rangées déjà, favorise une bonne connexion avec eux. Et dans son élocution, l'enseignant doit être également un modèle quand il utilise une syntaxe et un vocabulaire senti comme correct. Et à travers la modulation de son intonation par rapport aux citations, il captive les élèves. Il doit de même renforcer les comportements positifs. Renforcer les comportements positifs, c'est féliciter, encourager, souligner les progrès des élèves, c'est-à-dire quand même un élève qui est appelé à écrire le mot bicyclette n'a pas réussi à l'écrire, l'inviter à écrire plutôt vélo pour pouvoir le féliciter afin que son estime de soi et sa confiance en soi soient saufs. Aucun élève ne doit se prêter à l'écorchement de son estime de soi si on veut vraiment qu'il s'épanouisse. Alors, la confiance en soi est une dimension qui facilite la réussite des apprentissages. Et je suis obligé de... Merci Miezan, merci infiniment. En fait, je pense que nous avons dépassé largement déjà, mais je demande juste une petite minute encore à vous et aux collègues du récit.
juste parce qu'il y a une thématique que nous avions aussi pensé qu'elle était très importante, qui a un rapport avec la gestion émotionnelle. Ça va, Béatrice? OK. Donc, c'est la troisième thématique que nous avons pensé que c'était importante, c'était la gestion émotionnelle, les liens entre la gestion émotionnelle et les apprentissages. C'est-à-dire que la recherche montre que les liens entre les niveaux d'intelligence émotionnelle des enseignants et une gestion efficace de la classe, elle est en étroite relation. Et donc, les enseignants qui sont plus conscients de leurs émotions et qui maîtrisent mieux leurs émotions, ils peuvent aussi être plus à l'écoute des élèves et être plus attentifs aussi aux élèves, alors que l'inverse aussi s'est produit. Donc, et aussi, l'autre question, c'est que l'impact de la gestion émotionnelle, c'est important aussi. Il y a un impact important entre la gestion émotionnelle et les apprentissages. Donc, c'est cette relation-là que j'aimerais qu'on en parle un peu. Et peut-être, bon, c'était, Miesa, si tu peux reprendre la parole et parler de cela. Comment tu encourages, en fait, le développement émotionnel chez les enseignants et chez les élèves dans tes pratiques de formation? Je Bien vais entendu, te demander d'être très court parce qu'on doit vraiment aller à la suite, donc de répondre de manière très concise. Merci. Oui, merci. d'accord. La prise en compte des besoins individuels des élèves implique également la prise en compte de leurs émotions. Tout enseignant qui veut pratiquer une pédagogie positive se doit d'être attentif et à l'écoute des émotions de ses élèves et leur apprendre à les identifier et à les réguler. Concrètement, quand nous sommes en formation, nous demandons aux enseignants de penser à une fois où ils étaient en colère et à la manière dont ils ont géré cette situation. Souvent, la colère des enseignants se traduit par la violence. Et nous leur demandons donc si physiquement ils ont agi ainsi, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Et quand ils sont conscients du résultat que cela a donné, ils doivent en tirer une leçon. Quelle leçon ils ont appris de cette expérience? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a d'autres manières de gérer la situation? Et si cela se produit encore, comment est-ce qu'ils devraient réagir? Est-ce qu'ils devraient réagir de la même manière? Comment peuvent-ils réagir autrement? Et donc, ensemble, en formation, les enseignants trouvent des manières plus saines, par exemple, de réagir en situation de colère. Et au niveau des élèves, à partir de signes géographiques et d'émoticônes, on leur apprend les différentes émotions, ils les identifient, ils les représentent, ils les miment et ils disent comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils ont telle ou telle émotion. Et cela les amène à non seulement identifier les émotions, mais à les traduire dans le corps et à les réguler, non seulement l'autorégulation, mais aussi réguler l'émotion d'un camarade. Merci, Miesa. Merci. On va juste passer la parole très rapidement aux deux collègues, l'une après l'autre, pour finir cette session-là. Moi, je vais essayer d'être très rapide. Il y a des classes où on sécrète du cortisol, c'est-à-dire cette hormone qui empêche les apprentissages. Puis il y a des classes où on sécrète au contraire de l'ocytocine et de la dopamine. Et puis ça, c'est excellent pour les apprentissages et puis pour les relations. Moi, ce que je pense, et Graines de Paix le fait, et on le fait de plus en plus, c'est que nos élèves doivent avoir une conscience et une connaissance très claire de ce que c'est que les émotions, reconnaître les leurs, parce qu'il n'y a pas de paix sans empathie, il n'y a pas d'empathie sans connaissance des émotions, à commencer par les siennes. Et ça, on doit avoir des apprentissages très stricts. J'ai vu des élèves de 4 ans qui étaient capables d'évoquer le fonctionnement de leur cerveau
et les émotions qui les submergeaient, ils étaient capables d'expliquer ça en groupe. J'ai vu des élèves qui étaient capables entre eux de réguler leurs interactions quand ils travaillaient ensemble, des enfants de cet âge. On arrive à faire ça avec des enfants très jeunes, mais il faut que cette connaissance des affects et des émotions soit explicite et qu'elle soit convoquée dans pratiquement tous les apprentissages. Merci Marie-Claude. La parole à Sabaina rapidement aussi. Vraiment Merci. une minute, s'il vous plaît. Une minute, oui. Une minute. Bon, par rapport à la gestion des émotions, je pense que c'est très important. L'adulte doit pouvoir prendre conscience de ses propres émotions et pouvoir les gérer pour pouvoir impacter ses apprenants. Bon, c'est pour cela qu'avec l'expérience de Graines de Paix, vous verrez que nous avons des activités minutes, ou bien nous posons la météo le matin avant le démarrage des cours. Chaque enfant pourrait exprimer ce qu'ils sont ressentis et dire, bon, ses attentes. Et il faudrait que l'on puisse dire, au cours de cette activité, tes émotions seront vraiment régulées, on va t'aider à les gérer, tu as compris, et on le met à l'aise. Je pense que tout dépend de l'adulte qui va accompagner l'apprenant, puisque nous sommes miroirs. L'adulte est miroir pour l'enfant. La manière dont nous gérons nos émotions pourrait impacter les enfants et c'est pour cela que nous mettons l'accent là-dessus et que la classe soit gaie et que de temps en temps, il faut détendre l'atmosphère pour égayer les enfants, surtout les tout petits. Avec les grands, je pense qu'il faut bouger, faire de petits jeux. Et à chaque reprise d'activité, il faut lancer une petite activité expérientielle ou bien partager son vécu personnel avec les enfants. Ah, ce matin, vraiment, je ne suis pas du tout gaie parce que bon, il y avait un ami à côté qui était tombé et ça m'a affecté. Mais avec vous, je pense que je dois pouvoir retrouver ma joie, n'est-ce pas, les amis? Donc, il faut se partager leur expérience, leur vécu et les émotions. Et il faut les aider à reconnaître les émotions et à les nommer. Parce que même l'expression faciale pourrait les aider à maîtriser ces émotions et à les réguler. Je crois que c'est très important. Il y a des activités que nous menons sur l'enfant à 3 têtes, à 5 têtes, qui présentent les émotions. Bien, merci Sabaina. Oui. Voilà. Merci Sabaina, merci infiniment. Je vous remercie vraiment les collègues, les 3 collègues pour vos apports et aussi pour vos témoignages qui sont très riches. Et j'encourage maintenant les participants à notre conférence à réfléchir sur ces thèmes et à voir dans quelle mesure cela aussi peut vous inspirer dans vos pratiques. Merci, merci infiniment.